J'ai vu des scènes de guerre, j'ai vu des massacres, mais rien ne m'a préparé à ça. En 2015, un utilisateur américain actif sur Reddit, connu sous le pseudonyme de Obscurantity, décide de raconter une expérience étrange qu'il a vécue 2 ans plus tôt, à l'époque où il explorait intensément le dark web. Il commence son récit par un avertissement: ce que j'ai reçu ce jour-là n'était pas un cadeau. C'était une malédiction. Et j'aurais préféré ne jamais l'ouvrir. À l'époque, il fréquente des forums de vente clandestine, des places de marché où tout peut s'acheter, clés USB contenant des secrets d'État, vieilles cassettes VHS numérisées, objets dits rituels liés à des pratiques occultes. Un soir, il tombe sur une annonce intrigante, très sobre. Le vendeur propose ce qu'il appelle la boîte au trésor, une caisse en métal contenant des objets uniques issus d'un événement qui ne sera jamais raconté. Aucune autre explication, aucune photo, juste un prix, 0,3 Bitcoin. Par curiosité, il paie. 2 semaines plus tard, un colis anonyme arrive chez lui. Aucun expéditeur, aucune indication. Le paquet est lourd, recouvert de rubans adhésifs noirs et protégé par plusieurs couches de plastique. À l'intérieur, une boîte en métal rouillé, avec une serrure déjà brisée. Il l'ouvre. Ce qu'il découvre à l'intérieur le hante encore aujourd'hui. D'abord, une poupée de chiffon sans visage, cousue avec du fil rouge et entourée de cheveux humains. Ensuite, une clochette minuscule, rouillée, qui produit un son très aigu et désagréable. Mais surtout, 2 objets qui le rendent immédiatement mal à l'aise. Le premier est une photo Polaroid, floue, mais identifiable. On y voit une personne agenouillée dans une cave, main attachée dans le dos, une cagoule sur la tête. Le cliché semble pris à la dérobée, ou depuis un système de surveillance. En bas de la photo, griffonné au stylo, Stay Watching. Le deuxième objet est une petite boîte en bois, contenant ce qui ressemble à des fragments d'os. Pas de certitude, mais le format, la texture, l'odeur, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un reste humain. Il trouve également un morceau de papier plié à l'intérieur, avec une suite de lettres et de chiffres. Un code? Une clé? Impossible à dire. Ce soir-là, il dort mal. Dans les jours qui suivent, il se sent constamment observé. Il reçoit des appels anonymes, des silences au bout du fil, des messages codés. Il pense à tout jeter, mais quelque chose le retient. Il finit par déposer la boîte chez un ami biologiste, qui analyse rapidement les fragments. Il s'agirait bien d'os humains, probablement ceux d'un adolescent. Il contacte les autorités. Mais là encore, tout bascule. Les enquêteurs prennent sa déclaration, récupèrent les éléments, mais ne le recontactent jamais. 1 mois plus tard, un officier qui le recontactait lui dit simplement « Oubliez ça. Vous avez eu de la chance. » Puis raccroche. Depuis, il a quitté le dark web. Il a supprimé tous ses comptes, brûlé les copies numériques qu'il avait faites. Mais parfois, dans sa boîte mail, il reçoit encore des messages vides, sans expéditeur, dont le sujet se contente d'un mot, open. Pendant des années, les autorités du monde entier ont traqué un homme dont les crimes dépassaient l'imaginable. Son nom, Peter Scully. Originaire d'Australie, il avait fui son pays en 2011 pour s'installer aux Philippines, échappant à une enquête pour fraude. Mais ce que personne ne savait alors, c'est que Scully allait se reconvertir dans une activité bien plus sombre. Installé à Mindanao, il profitait de la pauvreté et de l'isolement de certaines familles pour exploiter des enfants, parfois en les achetant à leurs parents sous de faux prétextes. Il les attirait en leur promettant de l'aide financière, de la nourriture ou une éducation. En réalité, il les emprisonnait dans des maisons isolées, les torturait et filmait tout. Ces vidéos étaient ensuite diffusées sur le dark web, sur des forums très secrets, où des utilisateurs payaient des milliers de dollars pour y accéder. La plus tristement célèbre de ces vidéos s'intitulait Daisy's Destruction. Elle montrait une petite fille, âgée de moins de 10 ans, subissant des sévices indicibles.
Cette vidéo est aujourd'hui considérée comme l'un des pires contenus jamais diffusés sur Internet. Elle a choqué jusqu'aux agents les plus aguerris d'Interpol et du FBI. Scully ne travaillait pas seul. Il était entouré de complices, dont sa compagne, une jeune Philippine, qui l'aidait à piéger et garder les enfants. Ensemble, ils formaient un réseau d'abus extrêmement bien organisé. Lorsqu'un client du Dark Web faisait une commande spécifique, Scully promettait de réaliser des vidéos personnalisées, adaptées aux fantasmes des acheteurs. Pendant des années, il est resté insaisissable, changeant régulièrement de domicile, utilisant des systèmes de cryptage avancés pour couvrir ses traces. Mais en 2015, après une enquête internationale complexe, les autorités philippiennes ont réussi à le localiser et à l'arrêter. Il a été condamné à la prison à perpétuité, et d'autres peines l'attendent encore. Les enquêteurs ont retrouvé les restes d'au moins un enfant enterré sous le plancher d'une de ses maisons. Les vidéos qu'il a tournées continuent d'être traquées sur le Dark Web pour empêcher leur diffusion. Un soir de 2016, un internaute passionné par les mystères du Dark Web décide d'explorer les recoins les plus obscurs du réseau Tor. Il s'appelle Daniel, il a 23 ans, et il passe ses nuits à parcourir forums interdits, sites secrets, et chaînes cryptées à la recherche de sensations fortes. Ce qu'il cherche, ce soir-là, ce sont les fameuses Red Rooms. Les Red Rooms sont entourés de légendes. Des rumeurs disent qu'il est possible d'assister, en direct, à des tortures d'êtres humains diffusées sur le Dark Web. Mais il faut y accéder par des invitations spéciales, ou être parrainé par un autre membre. Surtout, il faut payer. Beaucoup. Daniel finit par tomber sur un lien étrange. L'interface du site est minimaliste, un fond noir, quelques lignes en rouge, et un bouton « Joins session 2.5 BTC ». À l'époque, cela équivaut à plusieurs milliers d'euros. Il hésite. Il ne clique pas. Quelques jours plus tard, il découvre sur un forum de discussion que d'autres utilisateurs ont tenté l'expérience. Certains affirment avoir pu assister à une session où une personne encagoulée était torturée en fonction des commandes du chat en direct. Si quelqu'un payait plus, la violence augmentait. Les participants pouvaient demander de l'eau bouillante, de l'électricité, des aiguilles, des coups, tant que l'argent continuait d'arriver. Mais il y a un doute. Certains pensent que ces vidéos sont fausses. Des mises en scène, jouées par des acteurs. D'autres jurent avoir reconnu de vraies victimes, en comparant les vidéos à des dossiers de personnes disparues. La frontière entre le réel et le faux devient floue, terrifiante. En 2018, un dossier d'Interpol mentionne une enquête ouverte sur un site lié à des vidéos en direct où l'on voyait des actes de torture. L'enquête ne permet pas de confirmer l'existence officielle d'un Red Room, mais certains serveurs ont été saisis. Leur contenu, selon des sources internes, était au-delà de l'abject. Daniel, lui, a depuis quitté le Dark Web. Il affirme avoir reçu un message crypté 2 jours après avoir consulté ce lien étrange. Le message disait simplement « Tu regardes, tu participes ». Cela l'a glacé. Il n'a plus jamais essayé d'y retourner. En 2016, un homme nommé Bob Innes découvre un site étrange en naviguant sur le Dark Web. Le site s'appelle Beza Mafia. À première vue, il ressemble à une arnaque classique, comme on en trouve souvent dans les bas-fonds d'Internet, des services impossibles vendus pour quelques bitcoins. Mais celui-ci semble différent. L'interface est sophistiquée, presque professionnelle. Le site prétend être un réseau de tueurs à gages d'origine albanaise, opérant dans plusieurs pays. Il offre des services bien définis. Pour 5 000 $, on pouvait casser les jambes de quelqu'un. Pour 10 000, on proposait de faire disparaître une personne. Le ton était froid, méthodique, presque administratif. À ceux qui doutaient, le site répondait avec des témoignages de clients satisfaits et des extraits d'articles de presse falsifiés. Beza Mafia promettait confidentialité, efficacité et discrétion. En gros, le crime sur commande. Bob alerte rapidement les autorités, car le site ne lui paraît pas simplement fictif. Il sent que certaines personnes pourraient y croire.
Il a vu juste. Quelques semaines plus tard, un homme du Minnesota, Stephen Alwyn, visite lui aussi ce site. Il est diacre dans une église chrétienne très stricte, marié, père d'un enfant. En surface, il a une vie rangée. Mais il entretient des liaisons adultères secrètes via des sites de rencontres extra-conjugales et cherche désespérément une solution pour se débarrasser de sa femme sans provoquer de scandale. Il entre en contact avec Beza Mafia. Il donne le nom, l'adresse, l'emploi du temps de sa femme amie. Il paie plusieurs milliers de dollars en bitcoin, pensant que le contrat sera exécuté sans qu'il ait à lever le petit doigt. Mais ce qu'il ignore, c'est que Beza Mafia n'est pas un véritable service de tueurs. Le site est une arnaque complexe, montée par un homme basé en Europe de l'Est, pour extorquer de l'argent à ceux qui ont des intentions criminelles. Et ce qui rend cette histoire terrifiante, c'est que même après avoir été escroqué, Stephen Alwyn décide d'agir lui-même. Le 24 janvier 2017, la police découvre Amy Alwyn morte, tuée par balle dans sa propre maison. Au début, les enquêteurs envisagent le suicide. Mais très vite, les incohérences s'accumulent. L'arme ne porte aucune empreinte. Il n'y a pas de résidus de poudre sur ses mains. Les caméras montrent Stephen qui manipule quelque chose dans le garage juste avant le meurtre. Le FBI fait le lien avec une ancienne plainte concernant le site Beza Mafia. Il fouille les serveurs, récupère les messages échangés entre les clients et l'administrateur du site et découvre les transactions de Stephen Alwyn. Son plan a été découvert après coup, mais trop tard pour sauver sa femme. Lors du procès, les procureurs décrivent un homme prêt à tout pour maintenir les apparences, quitte à passer par le dark web pour commettre un crime. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. L'affaire Beza Mafia aura permis de révéler plusieurs tentatives de meurtre dans le monde entier. Une femme en Angleterre avait payé pour éliminer son ex-mari. Un homme au Canada voulait faire tuer un collègue. Aucun des meurtres n'a été exécuté par le site, mais dans certains cas, les commanditaires sont passés à l'acte même après avoir été arnaqués. En mars 2001, la police allemande découvre une affaire qui semble d'abord être un canular. Un homme, Armin Meo, habitant de la petite ville de Rothenburg, est arrêté après qu'un internaute signale une vidéo qu'il aurait trouvée sur un forum étrange, Cannibal Café. Ce forum, hébergé sur un réseau caché et partiellement relié au dark web, se présente comme un espace de discussion pour ceux qui fantasment autour du cannibalisme. La plupart des messages semblent délirants, fictifs, voire ironiques. Mais pas tous. Un utilisateur du nom de Frankie poste une annonce précise. Il recherche quelqu'un qui serait prêt à se faire tuer et manger. Il ne cherche pas une victime forcée, mais involontaire. Cela semble fou, grotesque. Pourtant, quelques jours plus tard, un autre utilisateur lui répond. Il s'appelle Bernd Jürgen Brand, ingénieur informatique respecté, vivant à Berlin. Il affirme être sérieux. Il veut que Frankie le tue, lentement, et consomme son corps. Les deux hommes discutent longuement. Ils échangent des dizaines de messages, planifient les moindres détails, comment se déroulera la soirée, quels outils seront utilisés, quelles parties du corps seront mangées en premier. Armin Meo, alias Frankie, enregistre même le contrat vidéo, où Bernd donne son consentement explicite. Le 9 mars 2001, Bernd prend le train pour se rendre chez Armin, dans une grande maison isolée. Ce qui se passe ensuite est documenté de manière presque chirurgicale par Armin lui-même. Il commence par boire du vin et discuter. Puis il passe à l'acte. Armin coupe le sexe de Bernd à sa demande, le fait cuire, puis les deux hommes essaient d'en manger une partie ensemble. L'expérience est grotesque et douloureuse. Bernd perd rapidement connaissance à cause de la perte de sang. Armin l'installe dans une baignoire et le laisse saigner lentement pendant plusieurs heures, avant de l'achever en lui tranchant la gorge. Il filme l'intégralité de l'acte, puis découpe le corps et conserve certaines parties dans un congélateur, emballé sous vide. Il en mange un peu chaque jour, avec du vin rouge et des légumes, comme un rituel. Pendant des mois, il continue de fréquenter le forum Cannibal Café, partageant ses expériences et cherchant peut-être une nouvelle victime.
Mais c'est justement un utilisateur du forum, choqué par ces messages, qui alerte la police. Lorsqu'il fouille sa maison, les enquêteurs retrouvent les vidéos, les restes humains dans le congélateur, les couteaux, les journaux de bord. Le procès d'Armin met au défi la logique judiciaire. Peut-on être coupable de meurtre si la victime est consentante? La première condamnation le reconnaît coupable d'homicide sur demande, une infraction peu commune en droit allemand. Mais après appel, il est finalement reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. L'affaire du Cannibal Café déclenche une onde de choc. Le site est fermé, mais d'autres communautés apparaissent ailleurs, plus discrètes, plus cryptées. Elle soulève aussi des débats philosophiques et éthiques complexes sur le consentement, la liberté individuelle et les limites absolues de l'horreur. En 2014, un internaute actif sur les forums cachés du Dark Web découvre un lien partagé uniquement entre membres vérifiés d'un groupe privé. Le lien mène à un site protégé par plusieurs couches d'authentification, et pour y accéder pleinement, il faut prouver que l'on est solide. Cela signifie ne pas poser de questions, verser l'équivalent de 0,5 Bitcoin, et regarder. Simplement regarder. Le site s'appelle The Watching Ground, un nom anodin, presque ironique. Mais ce que l'on y trouve n'a rien d'anodin. Le visiteur anonyme, que nous appellerons Jason, témoigne par la suite dans un podcast cryptique, en gardant sa voix modifiée et son identité floue. Ce qu'il dit avoir vu est effrayant, une pièce blanche, presque stérile, avec une chaise au centre, une caméra fixe, et parfois une silhouette humaine assise, ligotée. Le flux vidéo est muet. Il n'y a ni musique, ni parole, ni cri. Tout est très lent, presque clinique. Parfois, les visiteurs du site pouvaient voter via des boutons, choisissant l'intensité ou la direction des prochaines étapes. Au début, Jason pense à une performance. Une forme de théâtre macabre, mis en scène pour choquer. Mais ce sentiment se dissipe vite. La troisième personne filmée dans la série de vidéos était une jeune femme. Ses yeux sont rouges, gonflés. Elle ne semble pas comprendre où elle est. Elle est pieds nus, habillée d'une blouse d'hôpital. À un moment, elle regarde la caméra, les larmes aux yeux, et murmure quelque chose que Jason ne peut pas entendre à cause de l'absence de son. Mais il lit sur ses lèvres « Help me ». Au fil de la semaine, d'autres utilisateurs sur les forums discutent de cette émission. Certains parlent de numéros tatoués discrètement sur la peau des victimes. Un utilisateur affirme avoir reconnu un tatouage semblable à celui d'une personne disparue dans le Michigan en 2012. Un autre évoque des détails concordants avec une disparition au Japon. Le site disparaît du Dark Web aussi vite qu'il est apparu. Quelques jours après son signalement, tous les liens sont morts. Plus de traces. Mais les captures d'écran circulent encore sur des forums obscurs. Et surtout, certains extraits vidéo réapparaissent parfois sous d'autres noms, dans d'autres couches du réseau caché, toujours accompagnés d'une mystérieuse signature, une série de chiffres 2912-4H. Une enquête anonyme menée par des spécialistes en cybercriminalité suggère que le site aurait été hébergé via des serveurs relégués à l'Europe de l'Est, peut-être en Moldavie ou en Russie, mais aucune autorité ne revendique de progression concrète dans l'enquête. Des parents de personnes disparues ont été contactés par des détectives indépendants, et certains ont reconnu des traits, des bijoux ou des vêtements dans ces vidéos. D'autres sont restés dans le doute. Aucun survivant ou corps n'a jamais été retrouvé. Il est possible que certaines de ces vidéos soient de fausses mises en scène, alimentées par le mythe. Mais il est aussi possible que, dans les couches les plus inaccessibles du Dark Web, des gens aient été enlevés, exhibés comme des marchandises ou des spectacles, puis éliminés une fois l'émission terminée. Jason, lui, affirme ne plus avoir jamais réussi à dormir sans lumière depuis cette nuit-là. Tout commence en 2011, lorsqu'un jeune homme du Texas, Ross Ulbricht, crée un site en apparence banal, hébergé sur le réseau Tor. Le nom est poétique, Silk Road, une référence à l'ancienne route commerciale qui traversait l'Asie pour relier l'Orient et l'Occident. Mais la marchandise échangée ici n'est ni soie ni épice,
c'est de la drogue, des armes, des faux papiers, et bien plus encore. Ross se fait appeler Dread Pirate Roberts, pseudonyme inspiré du film The Princess Bride. Il veut créer une utopie libertarienne numérique où chacun pourrait vendre et acheter ce qu'il souhaite, sans contrôle gouvernemental. Le principe est simple, un site de commerce, mais pour les produits interdits, avec cryptage, anonymat et paiement en bitcoin, encore peu connu à l'époque. Rapidement, Silk Road devient le supermarché noir du dark web. Héroïne, cocaïne, ecstasy, cannabis, LSD, tout est en vente. Les vendeurs affichent leurs profils, les acheteurs laissent des évaluations, comme sur Amazon. On y trouve aussi des guides pour falsifier des passeports, des outils de hacking et des données volées. Le site est soigneusement géré. Ulbricht impose un code moral, pas de vente d'armes, pas de contenu pédocriminel, pas de meurtre à la demande. Mais cela ne rend pas l'endroit plus sûr. En 3 ans, Silk Road génère plus de 1,2 milliard de dollars de transactions. Des centaines de milliers d'utilisateurs à travers le monde y achètent leur drogue depuis leur salon, les reçoivent par la poste, parfois dissimulés dans des enveloppes anodines ou des boîtes de jeux. C'est un nouveau type de criminalité, invisible, rapide, mondiale. Mais les autorités ne restent pas les bras croisés. Une équipe d'agents du FBI, de la DEA, des douanes et de la NSA entame une traque numérique intense. Ross est malin, mais il fait des erreurs. La plus décisive, une vieille publication sur un forum de programmation où il utilise son vrai prénom pour promouvoir Silk Road à ses débuts. Après des mois de surveillance, les agents localisent Ross Ulbricht à San Francisco. Le 1er octobre 2013, ils l'arrêtent dans une bibliothèque publique. Il est assis devant son ordinateur portable. Les agents doivent agir vite, s'ils cliquaient sur « Verrouiller », tout le système se crypterait en un instant. Ils le surprennent en douceur, saisissent l'ordinateur encore ouvert, et trouvent les serveurs, les journaux, les identifiants. Tout est là. Le procès est rapide et médiatisé. Ross Ulbricht est reconnu coupable de 7 chefs d'inculpation, dont trafic de drogue, blanchiment d'argent, piratage informatique et gestion d'une entreprise criminelle. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération, une sentence que beaucoup jugent excessive, comparée à celle de certains trafiquants violents. L'histoire de Silk Road ne s'arrête pas là. Après sa fermeture, des dizaines d'autres sites émergent, Alphabet, Ansa, Dream Market, plus modernes, plus sécurisés, plus impitoyables. Certains enlèvent les règles morales imposées par Ulbricht et autorisent tout, même les meurtres sur commande. Silk Road a ouvert une brèche dans le monde numérique. Il a montré que le dark web pouvait devenir une place de marché à l'échelle mondiale, impossible à arrêter sans infiltration. Mais il a aussi laissé derrière lui une légende. Pour certains, Ross est un héros libertarien injustement condamné. Pour d'autres, un criminel moderne, visionnaire mais dangereux, qui a facilité des milliers de dépendances, d'overdoses et de vies ruinées. C'était en 2017. Un homme que nous appellerons Tom s'était pris de passion pour le contenu bizarre du dark web. Il ne cherchait pas à acheter de la drogue ou des armes. Ce qui l'attirait, c'étaient les choses étranges, les artefacts numériques, les secrets oubliés. Il traquait les lost tapes, les vidéos trouvées dans de vieux serveurs, les fichiers sans nom, les symboles occultes. Sur un forum anglophone, il tombe un jour sur une publication intitulée « Refoutage ». L'auteur y propose, pour 100 $ en bitcoin, l'envoi d'une clé USB contenant une compilation de vidéos jamais mises en ligne. Selon lui, ces vidéos n'auraient circulé qu'entre collectionneurs très discrets. Il ajoute, ce n'est pas de la violence gratuite. C'est bien pire. C'est du réel. Intrigué, Tom paie. 2 semaines plus tard, il reçoit un colis discret, sans logo, simplement marqué d'un autocollant rouge avec un symbole étrange, semblable à un triangle inversé entaillé. La clé USB est noire, sans marque. Lorsqu'il l'insère dans un vieil ordinateur isolé du réseau, il découvre un seul dossier, nommé « Witness ». À l'intérieur, 6 vidéos sans titre. Toutes sont datées de 2009 à 2012. Il les ouvre une à une.
La première montre ce qui semble être une cérémonie dans un bois, filmée de loin. Plusieurs personnes sont en cercle, vêtues de longues capes noires, tenant des torchets. Au centre, un autel rudimentaire fait de pierre et de branches. L'image tremble, le son est saturé, mais on entend des murmures dans une langue inconnue. À un moment, quelque chose est hissé sur l'autel, un corps, ou une forme, difficile à distinguer dans la pénombre. Puis les images s'arrêtent brusquement. La deuxième vidéo est encore plus troublante. Filmée dans une salle souterraine, faiblement éclairée par des ampoules suspendues. Il y a des symboles peints au mur, semblables à ceux de cultes ésotériques. Au sol, un cercle est tracé avec ce qui ressemble à du sang séché. Une personne se tient au centre, immobile, le visage recouvert d'un masque de porcelaine. Plusieurs autres l'entourent, vêtus de robes beige. L'un d'eux porte une caméra fixée au torse. Ce que Tom regarde semble donc être une cérémonie vue de l'intérieur, comme s'il était l'un des participants. Plus il avance dans les vidéos, plus le malaise s'installe. Les scènes deviennent de plus en plus dérangeantes. On y voit des enfants filmés de dos, à genoux, devant des statues improvisées. Une vidéo montre un homme, debout, qui parle face caméra, sans émettre aucun son, comme si l'audio avait été volontairement effacé. Derrière lui, sur le mur, les mots « Il me regarde dormir » sont griffonnés en lettres rouges. Mais c'est la dernière vidéo qui glace Tom. Elle dure moins de 30 secondes. On y voit une pièce vide, éclairée par une lampe oscillante. Sur le mur, un écran projette une image fixe, le visage de Tom lui-même, pris visiblement via sa webcam. La vidéo se termine sur un plan fixe de sa propre maison, de nuit, filmé depuis la rue. Il panique. Débranche la clé, la brise en deux, jette les morceaux à la poubelle. Il reformate son ordinateur, change toutes ses connexions, supprime tous ses comptes liés au dark web. Mais le lendemain, en se rendant à sa boîte aux lettres, il trouve une enveloppe blanche, sans timbre, ni nom. À l'intérieur, une simple photo. Celle de son visage, endormi, vu d'en haut. Quelqu'un l'a pris pendant la nuit. Il quitte son appartement quelques jours plus tard, déménage dans un autre état. Depuis, il affirme ne plus jamais avoir touché au dark web. En 2019, une étudiante canadienne en sociologie, Léa, décide de consacrer son mémoire de fin d'études au phénomène du doxing, cette pratique qui consiste à rechercher et publier les informations personnelles d'un individu dans le but de lui nuire. Elle commence par explorer les formes légères de cette pratique sur les réseaux sociaux grand public. Mais rapidement, son enquête la conduit plus loin. Sur un forum caché du dark web, elle découvre un fil de discussion qui porte un nom sobre et discret, oublié chapitre 1 minute. Le titre intrigue. Elle s'y rend par curiosité universitaire. Ce qu'elle y trouve va changer sa vie. Le forum est réservé aux membres validés, et pour y accéder, elle doit créer un faux profil, se faire recommander par un autre membre, et surtout prouver sa motivation en partageant un petit dossier personnel sur une cible aléatoire, nom, adresse, numéro de téléphone, réseaux sociaux, emploi, habitudes. Elle choisit une célébrité mineure, trouvée au hasard sur Instagram, pensant que son profil déjà public ne poserait pas problème. Mais à peine 24 heures après avoir posté ses infos, elle reçoit un message privé anonyme. « Tu veux jouer ? C'est toi la suivante. » Au début, elle pense à une blague, un simple avertissement. Mais dès le lendemain, les choses dégénèrent. Son adresse IP fuitée, son nom réel associé à son faux compte, des captures d'écran de ses recherches, même des messages qu'elle croyait cryptés sont postés publiquement sur le forum, sous un nouveau fil intitulé « Chapitre de la sociologue ». Elle devient une cible. Des utilisateurs du forum s'organisent. Certains appellent son université pour se plaindre de fausses accusations. D'autres envoient des messages anonymes à ses parents, les accusant de crimes imaginaires. Des faux comptes sont créés en son nom, avec des publications fabriquées de toutes pièces, propos haineux, menaces, images modifiées. Elle comprend alors que le forum est bien plus qu'un simple repère de trolls. Il s'agit d'une communauté structurée, avec des rôles,
des grades et des challenges. Chaque semaine, une nouvelle cible est désignée. Le but ? Détruire sa vie numérique, salir sa réputation, la pousser à bout. Des récompenses sont attribuées, crypto-monnaie, reconnaissance dans le classement, promotion symbolique. Parmi les victimes listées, Léa en identifie plusieurs, une ancienne professeure, un journaliste d'investigation, un employé de la justice, et même un adolescent LGBT+, qui s'était exprimé publiquement sur les réseaux. Tous ont vu leur vie bouleversée après avoir été sélectionnés. Certains ont changé de pays. D'autres ont tenté de se suicider. L'un d'eux est porté disparu depuis 2020. Elle tente de signaler le site aux autorités. Mais comme il est hébergé via une combinaison de relais chiffrés, protégé par des proxys et régulièrement déplacé, il échappe aux services classiques. Même Interpol ne peut le faire tomber sans infiltrer longuement le réseau. Et chaque fois qu'un serveur est fermé, un autre apparaît ailleurs, avec les archives intactes. Léa abandonne son mémoire. Elle supprime tous ses comptes, coupe tout contact en ligne pendant 6 mois, et déménage. Ce n'est qu'en 2022 qu'elle accepte de raconter son histoire, anonymement, dans un documentaire canadien sur le cyberharcèlement. En octobre 2013, sur un forum anglophone du Dark Web consacré à la diffusion de fichiers artistiques non censurés, un lien étrange commence à circuler. Il est partagé sous un nom de fichier peu engageant, D3V019.mp4. Aucun contexte. Aucun message accompagnateur. Mais très vite, les quelques membres qui le regardent commencent à parler de ce qu'ils viennent de voir, avec une nervosité inhabituelle. Un internaute curieux, passionné par les vidéos underground, décide de le télécharger. Il raconte plus tard, sur un blog désormais effacé, le contenu du fichier. La vidéo dure un peu plus de 6 minutes. Pas de titre, pas de son d'introduction, juste un plan fixe, flou, filmé dans ce qui semble être un entrepôt vide, mal éclairé par une lampe suspendue qui oscille lentement. Au centre de la pièce, il y a une forme humaine pendue par les poignets, pieds à peine en contact avec le sol, complètement immobile. Le corps est recouvert d'un tissu gris sale. On ne distingue pas son visage, ni même son genre. Autour de cette silhouette, un homme vêtu d'une combinaison noire entre dans le cadre. Il porte un masque blanc, lisse, sans expression, avec un sourire peint à la main. Il commence alors à danser. Mais pas une danse joyeuse. Ses mouvements sont saccadés, lents, parfois frénétiques. Il tourne autour du corps, l'effleure sans jamais le toucher franchement, fait des gestes de plus en plus amples, puis s'arrête net. Il fixe la caméra pendant une dizaine de secondes, immobile. Puis il recommence. La musique n'est pas audible, mais on comprend qu'il suit un rythme, peut-être une chanson que lui seul entend. À un moment, il s'approche du corps, soulève un coin du tissu et dévoile un bras humain, la peau est livide, la main pend mollement. Aucun doute, ce corps est réel, et il est soit inconscient, soit mort. La vidéo se termine sans avertissement. Pas de fondu, pas de message. Juste un écran noir. Les premières réactions sont de l'ordre du choc. Certains internautes pensent à une performance artistique ultra sombre, d'autres à un snuff movie stylisé. Quelques jours plus tard, un autre utilisateur publie une capture d'écran, on y voit un symbole gravé dans le mur derrière la scène, à peine visible. Un cercle barré de 2 lignes diagonales, associé dans certains cercles ésotériques à un culte secret appelé le silence vivant. Des internautes commencent à enquêter. Ils isolent l'audio de la vidéo et découvrent qu'un bruit de fond très léger, presque imperceptible, joue tout au long de la séquence, un mélange de murmures, de souffles et de fragments de mots dans une langue ancienne, peut-être du latin déformé. Puis, le lien disparaît. Le fichier est supprimé des forums. Les copies partagées sur d'autres plateformes sont effacées en moins de 24 heures. Certains affirment que les serveurs hébergeant la vidéo ont été ciblés par des attaques coordonnées. Un utilisateur anonyme laisse un dernier message avant de supprimer son compte. Il ne faut pas diffuser ce qui n'a pas été fait pour être vu. Il vous a vu. Depuis,
la vidéo est considérée comme l'un des fichiers fantômes du dark web, impossible à retrouver, mais toujours évoqué dans les communautés qui collectionnent les médias interdits. Quelques images circulent encore, floues, mais jamais l'original complet. Certains croient qu'il ne s'agissait que d'un montage dérangeant. D'autres pensent que c'était un vrai rituel, capturé pour être offert à un public bien précis. Et quelques-uns, les plus marqués, sont convaincus d'avoir vu bouger la silhouette pendue dans les dernières secondes de la vidéo. En 2018, une journaliste indépendante originaire de Hongrie, Eva Nemet, décide d'enquêter sur les rumeurs persistantes de trafic d'organes humains via le dark web. Le sujet a déjà fait l'objet de légendes urbaines, de films, de théories farfelues. Mais Eva pense qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus réel. Elle a entendu parler de messages codés circulant sur des forums médicaux clandestins, de listings étranges mentionnant des noms, des groupes sanguins et des prix de retrait. Elle infiltre un réseau de forums cachés où s'échangent des données médicales volées, des scans IRM et même des identifiants de donneurs. Parmi eux, un site attire son attention, The White Market, protégé par plusieurs couches d'authentification. Elle réussit à y entrer avec l'aide d'un contact en Russie. Le site ressemble à une interface de vente très propre, presque clinique. Chaque fiche présente des informations très précises. Âge, sexe, groupe sanguin, organes disponibles, localisation estimée, conditions de prélèvement, le plus souvent, fraîches, 72 H max, ou en transit. Le plus glaçant est la façon dont tout est rédigé. Froidement. Comme s'il s'agissait de pièces détachées. Certains organes coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le site précise que la livraison est assurée dans certains pays seulement, et toujours à des clients de confiance. Il est même proposé des forfaits chirurgicaux complets, avec transplantation clandestine incluse dans une clinique mobile. Eva réussit à contacter un ancien membre du réseau, sous le pseudonyme de Dr Black. Il affirme avoir participé à plusieurs opérations clandestines en Asie du Sud-Est. Selon lui, les donneurs étaient le plus souvent des migrants, des orphelins ou des sans-papiers, attirés par de fausses promesses d'emploi, puis séquestrés et opérés de force. Parfois, il s'agissait de corps prélevés juste après un meurtre. Et dans certains cas, des enfants. Eva demande des preuves. Il lui envoie une série de documents. Photo d'une table d'opération dans un camion médical. Vidéo floue d'un prélèvement de rein sur un homme attaché. Copie d'un contrat signé avec une signature tremblante, sous la mention « don volontaire ». Une facture détaillée, avec le nom du client censuré, mentionnant « foie complet, compatible B+, 38 KUSD ». Elle transmet ces éléments à des ONG et à Europol. L'enquête démarre, mais s'enlise rapidement. Les serveurs disparaissent. Les témoins se rétractent. Un médecin humanitaire, qui avait accepté de parler, est retrouvé mort dans un accident suspect. Aucun des responsables identifiés ne sera arrêté. La dernière chose qu'Eva reçoit avant que ses contacts ne coupent tout lien est une photo envoyée par un canal sécurisé. On y voit un entrepôt sombre, rempli de glacières médicales, alignées par dizaines. Eva publiera anonymement son enquête, sous forme de dossier crypté. Aujourd'hui encore, elle vit sous protection, ayant reçu plusieurs menaces. Elle affirme que le site est toujours actif, mais sous un autre nom, dans une version encore plus difficile d'accès. Et qu'en 2021, une base de données a circulé brièvement, listant plus de 3000 personnes disparues, accompagnées de leurs groupes sanguins, relevés biométriques et statuts médicaux. Elle en est convaincue, c'était un catalogue. L'histoire commence avec un témoignage déposé de façon anonyme en 2016, sur un forum caché consacré aux faits interdits. Un utilisateur, se présentant sous le pseudonyme de Deadpan Hunter, affirme avoir été employé pendant 3 mois dans un camp privé situé en Amérique centrale, dont la vraie fonction n'était révélée qu'une fois sur place. Selon lui, ce camp servait à accueillir des clients venus de pays riches, notamment d'Europe, d'Asie et des Émirats. Officiellement, il venait y pratiquer des sports extrêmes dans un environnement sécurisé. Mais ce n'était qu'une façade.
La véritable activité, expliquait-il, était la mise en scène de chasse à l'homme, avec de véritables êtres humains utilisés comme proie. Les participants tous masqués versaient plusieurs dizaines de milliers de dollars en crypto-monnaie via une plateforme secrète sur le dark web appelée Project Playground. Pour ce prix, ils recevaient un pack complet, logement, armes personnalisées, et la promesse d'une proie réelle, choisie pour eux, parfois locale, parfois importée. Ce qui rend le témoignage troublant, c'est le niveau de détail. Il raconte que les proies étaient généralement des personnes disparues, des migrants sans papier, des enfants des rues enlevés dans des zones de conflit, ou même des personnes sous dépendance mentale. On leur promettait parfois un emploi, un hébergement, ou on les droguait, avant de les réveiller dans une zone clôturée, dense et forestière, sans savoir où ils étaient. Chaque session était filmée via drone et caméra portée par les chasseurs. Les vidéos étaient diffusées en direct sur un serveur crypté, où les abonnés du site pouvaient parier sur les résultats, combien de temps la personne survivrait, si elle serait attrapée vivante ou non, ou quel outil serait utilisé pour terminer la traque. Ce type de contenu aurait été classé dans la catégorie Gold Access, uniquement accessible sur invitation et avec une validation par un réseau fermé. Les paiements étaient faits en Monero, une crypto-monnaie plus difficile à tracer que le Bitcoin. Certains sceptiques ont immédiatement crié au canular. Mais peu après, un autre témoignage émerge sur un chan obscur russe, venant d'un certain Kostia 1991, affirmant avoir participé à l'aménagement de terrains de simulation dans des zones forestières près de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Il décrit des structures semblables à des cages de transport, des coffres renforcés et des réseaux de tunnels fermés. Il mentionne aussi avoir vu des personnes défigurées, attachées, attendant leur tour. L'affaire prend un autre tournant lorsqu'un fichier audio fuite sur un serveur abandonné, où l'on entend des instructions données par une voix robotique, traduisant des ordres simples comme « Avancez, la cible est à 600 mètres. Évitez la caméra centrale. Le client regarde. » L'audio est accompagné d'une séquence vidéo très courte, une silhouette masculine court dans une clairière, pieds nus, avec une balise lumineuse clignotante fixée à la nuque. La caméra le suit jusqu'à ce qu'un coup de feu le fasse chuter. Fin de la vidéo. Aucune preuve formelle ne lie ces éléments à une organisation réelle, mais Interpol, Europol et même le FBI ont ouvert des enquêtes sur des disparitions correspondant aux descriptions données. Dans certains cas, des personnes disparues depuis plusieurs années sont brièvement réapparues sur des séquences cryptées partagées sur le dark web avant d'être supprimées. Un ancien agent de sécurité, interrogé anonymement pour un documentaire suédois sur les trafics humains, a déclaré « Ce que vous appelez une légende urbaine, eux l'appellent un service exclusif. Et ils paient pour ça. » Aujourd'hui encore, certains groupes d'investigation estiment qu'au moins 2 ou 3 sites similaires existeraient toujours, déplacés régulièrement, protégés par des pare-feux biométriques et des connexions par satellite. Les vidéos, quant à elles, seraient diffusées en direct, jamais enregistrées localement, pour éviter toute trace. Personne n'a jamais pu infiltrer l'un de ces lieux. Mais selon plusieurs sources croisées, la prochaine session serait prévue, quelque part, en Amazonie. On dit souvent que ce que nous voyons d'Internet, les sites accessibles via Google, les réseaux sociaux, les boutiques en ligne, ne représentent qu'une infime partie de la toile. En dessous se trouvent les couches invisibles, le deep web, les bases de données non indexées, les intranets gouvernementaux, puis le dark web, cette zone chiffrée accessible uniquement par des réseaux comme Tor ou I2P. Mais certains affirment qu'il y a encore plus bas. Une 6e ou 7e couche, selon les modèles. Une zone inaccessible avec les moyens classiques, connue sous un nom mystérieux, Mariana S. Web, en référence à la fosse océanique la plus profonde de la planète. La première mention concrète de Mariana S. Web remonte à 2010, sur un forum obscur de cybernétique où un utilisateur anonyme publie un schéma en forme de spirale inversée. Chaque cercle y représente un niveau d'accès à Internet, et au centre, entouré d'un code fractal illisible. À partir de là, les théories se multiplient. Certains pensent qu'il s'agit d'une zone informatique autonome, où des IA militaires échappés des projets de défense s'auto-administrent depuis des années. D'autres affirment que cette couche contiendrait les secrets les mieux gardés des gouvernements,
y compris des preuves d'existence extraterrestre, des vidéos de rituels politiques, des textes anciens jamais publiés et des technologies interdites. Mais pour y accéder, il ne suffirait pas d'un navigateur chiffré. Il faudrait une clé quantique, un ordinateur à résolution optique, ou même, selon certains délires ésotériques, un code génétique, unique à chaque utilisateur. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas y aller, c'est que vous n'avez pas le droit d'exister dans cette couche. En 2014, un hacker brésilien connu sous le nom de @x3hero prétend être parvenu à effleurer la couche extérieure de Mariana S. Web. Il partage une capture d'écran énigmatique, une interface noire, avec un message blanc clignotant. Vous n'êtes pas autorisé à recevoir. 2 jours plus tard, ses comptes sont tous supprimés, ses noms d'emprunt effacés des bases de données. Des membres de son cercle affirment ne plus jamais avoir eu de nouvelles de lui. Une théorie veut qu'il ait été absorbé par ce qu'il avait essayé de percer, comme si le système l'avait identifié, localisé et fait taire. En 2016, un internaute anonyme publie une vidéo sur un forum du Dark Web. On y voit une interface complexe de lignes de code s'exécutant en boucle, entrecoupées de symboles occultes et de fragments de texte en grec ancien. Au bout de 2 minutes, la vidéo coupe net, avec un écran noir portant une unique phrase. « Tu avais essayé ». Certains y voient une mise en scène. D'autres sont convaincus que Mariana S. Web existe bel et bien, et que des entités non humaines, issues de projets d'intelligence artificielle des années 1990, y vivent, s'y reproduisent, et observent la surface. Un ancien employé de la NSA aurait un jour déclaré, off the record, « Il existe un niveau d'Internet que nous ne surveillons pas. Pas parce que nous ne pouvons pas, mais parce qu'il est préférable de ne pas le faire. » À ce jour, aucune preuve concrète n'a jamais été apportée. Mais régulièrement, des vidéos, des codes étranges, des suites hexadécimales, des images incompréhensibles circulent sur le Dark Web. En 2019, une organisation américaine spécialisée dans la lutte contre la traite des êtres humains reçoit une dénonciation étrange. Une femme affirme avoir trouvé un site caché, accessible uniquement via une adresse en oignon, qui proposait des services d'adoption rapide. Le site s'appelait simplement Little Star. Ce nom semblait innocent, presque bienveillant. Mais en regardant de plus près, quelque chose n'allait pas. Le site était très bien construit, presque trop propre pour les standards du Dark Web. On y trouvait des descriptions de profils d'enfants, tous très jeunes, âgés entre quelques mois et 6 ans. Il n'y avait pas de photos complètes, seulement des silhouettes floutées ou des dessins, mais les fiches étaient précises, prénom, âge, origine ethnique, habitudes alimentaires, niveau d'activité, état de santé. À côté, une case indiquait s'ils étaient disponibles immédiatement, sous évaluation ou réservés. Le plus troublant était le langage utilisé. À aucun moment le mot adoption n'apparaissait officiellement. Le site parlait de placement privé, services discrets entre familles, transfert sans engagement institutionnel. Les paiements se faisaient exclusivement en crypto-monnaie, avec des instructions complexes pour masquer la provenance. Une ONG européenne décide d'enquêter en parallèle. Elle découvre que plusieurs familles dans les Balkans et en Asie du Sud-Est avaient perdu la trace de leurs enfants après avoir été approchés par des intermédiaires leur proposant des aides humanitaires. En fouillant certains forums, les enquêteurs trouvent des discussions privées où des utilisateurs parlent de nouveaux arrivages, retraits silencieux ou enfants parfaitement dociles. Des captures d'écran sont conservées, montrant des conversations entre un vendeur et un client négociant le profil idéal d'un enfant. Les enquêteurs parviennent à piéger un vendeur en prétendant être un couple fortuné cherchant à adopter discrètement. L'échange devient vite explicite. Le vendeur promet un enfant philippin de 3 ans, livré en moins de 2 semaines dans un pays européen, avec des faux papiers et une couverture médicale. Il garantit que l'enfant a été stabilisé psychologiquement et qu'il ne posera aucun problème d'attachement. Le prix demandé est de 40 000 $, payable en Monero. La police est alertée, une opération est lancée. Un seul des serveurs est saisi. Il contenait des fiches complètes, des contrats falsifiés, et même des photos brutes d'enfants. Plusieurs adresses IP sont repérées en Turquie, en Ukraine et dans les Émirats.
Mais l'essentiel du réseau disparaît du jour au lendemain. Quelques mois plus tard, un autre site similaire apparaît sous un nom différent. Il reprend le même format, les mêmes codes graphiques, les mêmes tarifs. Officiellement, les autorités ne communiquent pas sur ces affaires. Elles sont trop complexes à gérer, trop sensibles, et souvent internationales. Mais plusieurs membres d'ONG ont confirmé que le dark web servait bel et bien à faciliter un trafic d'enfants sous couvert de procédures d'adoption privée. Parfois, les enfants sont réellement placés dans des familles. Mais d'autres sont revendus à des réseaux criminels, à des exploitants sexuels ou à des clients dont les intentions restent inconnues. Certains enfants sont commandés selon des critères précis, origine, tempérament, absence de famille proche, handicap éventuel. Tout est monnayable, jusqu'au silence des familles d'origine, souvent trop pauvres pour comprendre ce qui leur a été enlevé. Ce commerce n'a rien d'un mythe. Il existe, il évolue, il se cache sous de jolis noms et des termes ambigus. Et chaque fois qu'un site est fermé, un autre renaît ailleurs, plus discret, plus protégé et plus dangereux. En 2005, une vidéo commence à apparaître sur des forums cachés et des groupes cryptés liés à la diffusion d'archives non indexées. Elle est très courte, moins de 2 minutes. Elle montre un homme assis seul à une table, dans une pièce blanche vide. Il mange, ou du moins il essaie. Devant lui, un grand bol de soupe fumante. Il pleure. Pas quelques larmes. Il sanglote, visiblement brisé, la tête penchée, les épaules secouées. À ses côtés, 2 figures s'approchent lentement. Ce sont des individus vêtus de costumes noirs, avec des têtes disproportionnées de mascottes. Leurs visages sont blancs, figés dans un sourire neutre. Ils ne parlent pas. L'un d'eux pose la main sur l'épaule de l'homme. Ce geste, qui devrait être rassurant, est au contraire profondément malaisant. L'homme pleure encore plus fort, tout en continuant à manger. Aucun son n'est émis. L'ambiance est glaciale, oppressante. La vidéo est rapidement surnommée blankroomsoup.avi. Elle est relayée sur quelques forums, puis elle remonte jusqu'à YouTube, où elle devient virale. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art expérimentale, une performance filmée pour dénoncer la déshumanisation ou la souffrance psychologique. Mais sur le dark web, d'autres versions circulent. Des extraits plus longs, légèrement différents, montrent le même homme, à des moments différents, toujours dans la même pièce, toujours avec les mêmes créatures silencieuses. Un détail trouble les observateurs, sur l'un des fragments diffusés uniquement via Tor, l'homme a le bras bandé. Dans un autre, il porte des bleus sur le visage. Quelqu'un a capturé ces séquences et les a comparées à des photos de personnes portées disparues aux États-Unis entre 2003 et 2006. Un profil correspond presque exactement à celui d'un homme nommé Eric, disparu à Las Vegas après avoir dénoncé un réseau de trafic d'objets contrefaits liés à des entreprises de spectacles itinérants. En 2006, un artiste californien du nom de Raymond S. répond aux rumeurs en affirmant que les costumes utilisés dans la vidéo sont ceux qu'il a lui-même conçus pour une performance absurde inspirée du théâtre japonais. Il prétend que la vidéo a été volée, ou qu'une version modifiée de son œuvre circule avec de fausses séquences intégrées. Mais il n'explique pas pourquoi les masques semblent légèrement différents dans certaines versions, ni pourquoi l'homme semble blessé dans des scènes qu'il prétend n'avoir jamais filmées. Le mystère s'épaissit quand un ancien membre d'un collectif underground affirme que la version originale de la vidéo était bien plus longue, avec des plans de la pièce sous différents angles, montrant des caméras fixées au mur, et ce qui semble être une porte métallique verrouillée de l'extérieur. Certains chercheurs indépendants pensent qu'il s'agissait d'une vidéo de conditionnement, utilisée pour briser psychologiquement une personne. D'autres vont plus loin, évoquant une expérience menée par un groupe privé, visant à provoquer un stress émotionnel extrême dans un environnement neutre, pour observer les limites de l'endurance humaine. À ce jour, personne ne sait qui est l'homme dans la vidéo. Personne ne sait ce qu'il mange vraiment dans cette soupe. Personne n'a retrouvé l'original complet. Ce qui est certain, c'est que quelque chose ne va pas dans cette séquence. Ce n'est pas un film amateur. Ce n'est pas un simple jeu artistique.
Et ceux qui l'ont vu dans sa version non censurée affirment tous la même chose. Il ne s'agissait pas d'un acteur. En 2020, un jeune étudiant allemand passionné d'informatique, que nous appellerons Jens, commence à explorer activement les tréfonds du dark web, fasciné par les rumeurs de Red Rooms. Ces fameuses vidéos en direct où des spectateurs anonymes, souvent riches, paieraient pour assister à de véritables scènes de torture, voire interagir avec ce qui se passe à l'écran. Il cherche pendant des semaines, se connecte à des forums chiffrés, suit des liens morts, tombe sur des arnaques classiques. Jusqu'au jour où il reçoit un message privé contenant une suite de mots-clés et un SSH 256 à déchiffrer pour accéder à un canal temporaire. Il y parvient, grâce à ses compétences, et tombe sur une interface austère, fond noir, texte blanc, un bouton qui clignote doucement avec un simple mot, Preview. Il clique. La page charge un court extrait vidéo. L'image est floue, fortement compressée, mais on distingue une silhouette attachée à une chaise, un sac sur la tête. Rien ne bouge. À l'arrière-plan, un néon rouge clignote par intermittence. Après 30 secondes, l'image se coupe et le site redirigé vers une page d'attente. Un message s'affiche. Vous serez contacté sous peu. Jens pense à une arnaque. Il referme tout, nettoie son cache, change de session. Mais 2 jours plus tard, en rentrant chez lui, il remarque un colis déposé devant sa porte. Il n'est pas timbré. À l'intérieur, il trouve une simple feuille de papier pliée. Il n'y a qu'une phrase, imprimée à l'encre noire. « Tu es allé trop loin pour ne pas être vu. » Il panique, formate tous ses disques, contacte un ami expert en cybersécurité. Ensemble, ils inspectent son routeur, son ordinateur, son téléphone. Aucun malware, aucun spyware. Mais lorsqu'ils analysent les requêtes réseau, ils découvrent une adresse IP inhabituelle, fixée à un serveur crypté à Singapour, qui s'est connecté à son ordinateur exactement au moment où il a cliqué sur « Preview ». Il ne trouve pas comment elle est passée. Jens décide de porter plainte. La police prend note mais n'a aucun moyen d'enquêter dans les couches profondes du dark web. L'affaire est classée sans suite. Son cas n'est pas isolé. Sur plusieurs forums sécurisés, d'autres utilisateurs racontent la même chose. Après avoir tenté d'accéder à un Red Room, ils ont reçu des emails anonymes, des photos de leur immeuble, des messages laissés dans leur boîte vocale avec leur nom prononcé lentement, sans autre mot. Une femme en Pologne dit avoir reçu un montage vidéo où sa propre image, prise sur ses réseaux sociaux, est incrustée dans une scène de Red Room fictive. Une autre aux Pays-Bas affirme que sa caméra s'est allumée seule pendant une nuit, et qu'un message est apparu sur son écran. Spectateur ou acteur? Tu choisis. Certains pensent que ces menaces sont une mise en scène. Une stratégie de dissuasion élaborée pour effrayer les curieux. D'autres soupçonnent que certaines plateformes utilisent ces interactions comme un filtrage. Ceux qui réagissent avec peur sont ignorés, mais ceux qui persistent sont recontactés. Un ancien analyste en cybersécurité, interrogé sous anonymat pour une conférence universitaire, affirme que des pièges à spectateurs sont bel et bien en place sur certaines couches du dark web. Leur but serait de collecter des données sur ceux qui cherchent à accéder au pire contenu. Il ajoute que plusieurs personnes ayant franchi certaines barrières n'ont jamais été retrouvées, ni en ligne, ni ailleurs. Jens, lui, n'a jamais reçu d'autres messages. Mais depuis ce jour, il garde un ruban adhésif sur sa webcam, n'utilise plus de crypto-monnaie et refuse d'installer Tor. Il affirme que ce qui l'a le plus marqué, ce n'était pas la vidéo, ni même le message. C'était la sensation précise, glaciale, qu'au moment où il a cliqué, quelqu'un l'a regardé en retour. En 2017, un chercheur italien en cybersécurité tombe par hasard sur une archive étrange. Il ne s'agit pas d'un simple fichier ou d'un site, mais d'un répertoire complet, hébergé via un lien oignon complexe, dissimulé dans une structure en couches. Ce répertoire contient plusieurs centaines de fichiers PDF, d'images, de fragments vidéo, et surtout, des fichiers texte écrits dans un langage technique, presque médical. Il commence à les examiner, pensant d'abord à une base de données volée issue d'un hôpital ou d'un laboratoire.
Mais très vite, il comprend que les documents ne correspondent à aucune étude connue. Les intitulés sont froids, précis et évocateurs. Certains fichiers portent des noms comme Sujet 43 Sérum 4 Post 72H, Éveil réactif essai 3, ou encore Prélèvement volontaire contrôle comportemental phase D. Les vidéos sont encore plus dérangeantes. Elles montrent des hommes et des femmes, parfois jeunes, parfois âgés, attachés sur des lits métalliques dans des pièces blanches ou grises. On y voit des injections, des électrodes, des lumières stroboscopiques, des casques audio. Aucun son n'est conservé, mais les images sont explicites. Certaines séquences montrent des réactions physiques anormales, convulsions, paralysie, dilatations extrêmes des pupilles, perte de conscience. D'autres montrent les mêmes sujets, plus tard, assis dans une pièce vide, le regard vide, répétant des gestes mécaniques. La plupart de ces séquences sont datées entre 2009 et 2016. Les métadonnées indiquent des noms de fichiers en allemand, en russe, en coréen. Les seules mentions de localisation sont des numéros de lots et de bâtiments, jamais de ville ni de pays. Le chercheur contacte des spécialistes. Ensemble, ils arrivent à la conclusion que ces fichiers pourraient provenir d'une série d'expérimentations menées dans des structures non officielles, probablement des cliniques clandestines ou des centres de détention privés, situés en dehors des circuits hospitaliers reconnus. Les cobayes ne semblent pas avoir donné leur consentement. Certains portent des traces de coups, d'autres ont des marques de contention. Aucun n'est identifié. Un forum sécurisé du Dark Web, spécialisé dans l'échange de données médicales interdites, confirme que ces fichiers faisaient partie d'un projet nommé Fluster Protocol, un terme allemand signifiant littéralement protocole de murmure. Il aurait été lancé en Europe de l'Est au début des années 2000, dans l'objectif de tester des substances expérimentales supposées stimuler certaines fonctions du cerveau, améliorer la mémoire, supprimer la douleur ou inverser certains effets psychologiques. Des dérivés de drogues de guerre, des neuromodulateurs expérimentaux, des produits rejetés par les agences de santé y sont utilisés sans contrôle. Selon un ancien employé d'un laboratoire pharmaceutique ayant reconnu une molécule utilisée dans l'une des vidéos, certaines substances n'auraient même pas atteint le stade des essais animaux en laboratoire légal. Elles ont été directement testées sur des humains. Plusieurs adresses IP associées au premier partage des fichiers renvoient vers des serveurs en Ukraine, au Kirghizistan et dans certaines régions reculées de Chine. À l'intérieur des fichiers PDF, des listes de résultats comportementaux sont rédigées en termes cliniques, agitation incontrôlable à J+2, absence totale de mémoire à J+10, répétition vocale involontaire pendant 47 minutes. Certains sujets sont classés comme terminés, d'autres comme perdus. Une colonne indique parfois le montant alloué à chaque expérience, souvent entre 2000 et 8000 $. Il est suggéré que ces montants étaient versés à des recruteurs ou des responsables de transport. Le site disparaît rapidement après que des chercheurs en cybersécurité aient tenté de remonter jusqu'à son origine. Une réplique de l'archive circule encore entre initiés. Ceux qui l'ont consulté affirment que les vidéos ne ressemblent à rien de ce qu'ils ont vu auparavant. Il ne s'agit ni de torture simple, ni d'expérience de type militaire. Il s'agit d'un travail scientifique mené dans l'ombre, sans morale, sans loi, avec des gens traités comme du matériel de laboratoire. Et personne ne sait combien de fois ce genre de projet a eu lieu ailleurs, sans jamais être découvert. En mai 2012, une vidéo choquante commence à circuler sur plusieurs forums secrets. Elle ne porte pas de nom, mais est partagée sous le titre « Un lunatique, un ice pick ». Elle montre un homme torse nu, calme, qui s'approche d'un corps attaché à un lit. Ce qui suit est insoutenable, le corps est poignardé à plusieurs reprises avec un pic à glace, mutilé, découpé et partiellement mangé. Le tout filmé avec une caméra stable, en plusieurs angles. Aucun flou, aucune hésitation. Le meurtrier prend son temps. Cette vidéo, d'abord considérée comme un fake gore mis en scène, attire rapidement l'attention des enquêteurs. Quelques jours plus tard, la réalité éclate. Il ne s'agit pas d'une fiction. Le corps appartient à Alain Jun, un étudiant chinois à Montréal. Son torse est retrouvé dans une valise déposée près d'un immeuble.
Ses mains et ses pieds sont envoyés par la poste à des partis politiques canadiens. Sa tête sera retrouvée plus tard dans un parc. Le responsable, Luca Rocco Magnotta, est identifié grâce à des analyses croisées, vidéos, adresses IP, réseaux sociaux. Mais ce que les enquêteurs découvrent en creusant son historique numérique est encore plus inquiétant. Magnotta n'en est pas à son premier coup d'éclat. Il a passé des années à créer une identité numérique construite autour du scandale, du fantasme et de la violence. Il était obsédé par la célébrité, par la reconnaissance, même infamante. Avant le meurtre, il avait déjà publié plusieurs vidéos troublantes où il tuait des chats, étouffait des animaux dans des sacs ou les congelait vivants. Ces vidéos étaient souvent postées sous pseudonyme sur des plateformes non indexées, accessibles uniquement via certains forums du dark web ou partagées par mail crypté entre amateurs de contenu extrême. Des groupes de cyber-enquêteurs amateurs, comme Animal Beta Project, avaient déjà tenté de l'identifier. Plusieurs d'entre eux affirment que Magnotta lisait leurs messages sur le dark web et répondait parfois anonymement pour les narguer. Il s'était construit une légende numérique, laissant derrière lui des traces délibérées, des photos, des fausses pistes, des profils multiples. Après le meurtre de Linjoun, Magnotta s'enfuit en Europe. Il est localisé dans un cybercafé à Berlin, où il lit des articles sur lui-même. Il est arrêté calmement, sans résistance. À son procès, il reste froid, distant, presque spectateur. Les experts psychiatres débattent sur sa santé mentale, mais tous s'accordent sur un point, il avait construit son crime comme une œuvre à diffuser. Les enquêteurs découvriront par la suite que Magnotta aurait fréquenté plusieurs salons de discussion cachés où se retrouvent des collectionneurs de vidéos de meurtre. Des copies de son crime ont été retrouvées stockées sur des serveurs privés du dark web, parfois accompagnées de montages, de ralentis, de musique sinistre, comme si d'autres en avaient fait un contenu culte. Aujourd'hui encore, malgré sa condamnation à la prison à perpétuité, la vidéo originale continue de circuler dans certaines couches les plus profondes du web. Elle est interdite sur toutes les plateformes officielles, mais certains utilisateurs l'échangent encore discrètement, fascinés par l'aspect authentique du crime filmé. L'affaire Luca Magnotta reste un exemple terrifiant de ce que peut devenir une obsession numérique poussée à l'extrême. Il ne cherchait pas seulement à tuer. Il voulait que le monde regarde, que les images tournent, qu'on parle de lui dans les forums secrets, qu'on analyse ses gestes image par image. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En 2015, alors que l'État islamique est en pleine expansion médiatique, des services de renseignement européens détectent un phénomène inquiétant. Alors que les plateformes classiques comme Facebook, YouTube ou Twitter censurent de plus en plus vite les contenus terroristes, les groupes radicaux se replient vers une zone beaucoup plus difficile à contrôler, le dark web. Sur certains forums cryptés accessibles via Tor, des canaux de discussion commencent à apparaître. Ils sont très bien structurés, modérés, et tenus par des individus qui maîtrisent à la fois les codes de la radicalisation et les outils technologiques modernes. L'un de ces forums, nommé simplement Oumassis, devient rapidement l'un des plus actifs. Il héberge des manuels de fabrication d'explosifs, des techniques de cryptage de communication, des listes de cibles symboliques dans plusieurs pays occidentaux, ainsi que des vidéos de propagande traduites en plusieurs langues. Les membres de ce forum ne se contentent pas d'échanger des idées. Ils forment de véritables cellules virtuelles, où des jeunes radicalisés, souvent isolés, sont formés à distance. Dans plusieurs cas, des attentats déjoués en Europe ou en Asie ont révélé que les auteurs avaient été recrutés et entraînés depuis ces plateformes cachées. Loin des regards, ils ont reçu des instructions précises, un endoctrinement progressif, et même des encouragements à agir seuls. Mais les groupes djihadistes ne sont pas les seuls à avoir utilisé le dark web pour étendre leur influence. Dans la même période, des groupes néo-nazis, suprémacistes blancs ou ultranationalistes commencent eux aussi à migrer vers ces zones invisibles. Un site comme Iron March, fermé depuis, a été cloné à plusieurs reprises sur le dark web, où il a servi de base à plusieurs groupuscules identitaires violents. Ces forums sont souvent protégés par plusieurs couches d'accès, parfois même par des tests idéologiques. Pour entrer,
il faut prouver son engagement, partager du contenu interdit, passer des tests de sélection ou poster une preuve d'acte radical, même symbolique. À l'intérieur, on trouve des documents traduits, des extraits de manifestes, des guides pour échapper aux services de renseignement et surtout, des échanges en temps réel entre des membres répartis dans le monde entier. L'objectif est souvent de préparer des actions isolées mais coordonnées, comme des attaques au couteau, des incendies volontaires ou des fusillades ciblées. En 2019, après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, des copies du manifeste du tueur ont été diffusées sur plusieurs de ces plateformes. Certains groupes l'ont même intégré à leur document de recrutement, le présentant comme un modèle d'action. Des versions traduites en russe, polonais et italien ont été partagées sur les couches les plus profondes de ces réseaux, accompagnées de montages vidéo célébrant le massacre. L'accès à ces réseaux est volontairement difficile. Il faut parfois utiliser des outils de double cryptage, changer d'identité numérique et surtout rester actif. Les membres inactifs sont automatiquement exclus pour éviter les infiltrations. Certains serveurs s'auto-détruisent après un nombre limité de connexions ou changent d'adresse chaque semaine, rendant leur suivi extrêmement complexe. Les services de renseignement internationaux investissent depuis des années dans l'infiltration de ces groupes. Plusieurs attaques ont pu être évitées grâce à des agents se faisant passer pour des recrues. Mais malgré les arrestations, de nouveaux groupes apparaissent régulièrement, souvent encore plus radicaux, encore plus secrets et encore plus dangereux. Le dark web n'est pas seulement un lieu d'horreur visuelle. Il est aussi devenu un incubateur idéologique, une zone de non-droit où la haine peut se propager sans filtre, sans contradiction, sans modération. Et pendant que la surface d'Internet se bat pour bannir les discours extrêmes, le poison continue de couler dans les profondeurs. Parmi les pires contenus jamais associés au dark web, une vidéo circule sous un nom devenu synonyme d'horreur absolue, DayZ Destruction. Ce nom, presque poétique en apparence, cache en réalité un enregistrement d'une violence si extrême que même les forces de l'ordre qui l'ont vu refusent d'en parler publiquement. La vidéo a été produite et diffusée entre 2012 et 2014 par Peter Scully, un Australien qui a fui son pays après avoir été accusé de fraude pour se cacher aux Philippines. Là-bas, il a créé un réseau souterrain d'exploitation, basé sur l'enlèvement, la torture et l'abus d'enfants. Le concept de DayZ Destruction dépasse le simple sadisme. Il s'agissait d'un contenu sur commande, réalisé pour des acheteurs anonymes via des plateformes du dark web. Pour plusieurs milliers de dollars en bitcoin, ces clients pouvaient commander des scènes spécifiques, demander des traitements particuliers, et même recevoir des vidéos privées. Le public visé n'était pas seulement passif, il était actif, cruel et très riche. La vidéo en question met en scène une fillette de 18 mois, surnommée Daisy, ainsi que deux autres victimes légèrement plus âgées. Ces enfants étaient gardés dans des maisons isolées, drogués, parfois affamés, et utilisés pour produire des vidéos de torture. Scully ne travaillait pas seul, il avait plusieurs complices, notamment de jeunes femmes philippines qu'il avait transformées en assistantes et bourreaux. Les scènes sont si atroces que même la description partielle donnée par Interpol reste volontairement vague. Il s'agit de tortures physiques extrêmes, de mutilations et d'abus répétés, filmés en haute définition, montés de façon presque cinématographique et accompagnés de rituels symboliques. Une séquence en particulier aurait montré Daisy enfermée dans une cage, criant le prénom de sa mère, pendant qu'un homme masqué l'observe, impassible. La vidéo a été retrouvée lors de la saisie des serveurs personnels de Scully, en 2015. Lorsqu'ils entrent dans l'une de ces maisons à Mindanao, les enquêteurs trouvent des ordinateurs portables, des clés USB, et surtout, un plancher dissimulant une dalle de béton fraîchement coulée. En la brisant, ils découvrent les restes d'un enfant. Ce n'est qu'après des semaines d'analyse que la police comprend l'ampleur de l'affaire. Plus de 50 heures de séquences ont été enregistrées, montrant plusieurs enfants, tous très jeunes, victimes d'actes irréparables. Seuls quelques-uns ont pu être retrouvés vivants. La plupart sont portés disparus à ce jour. Daisy, dont le prénom a été utilisé comme pseudonyme pour protéger son identité, a survécu, mais souffre de traumatismes irréversibles. Scully a été arrêté,
jugé et condamné à la prison à perpétuité. Pourtant, une autre vérité dérangeante émerge lors de l'enquête, plusieurs copies de DCS Destruction continuent de circuler. Malgré les efforts du FBI, d'Europol et d'Interpol pour effacer cette vidéo d'Internet, certains collectionneurs privés la stockent encore sur des serveurs cryptés, dans des partitions cachées, prêtes à ressortir à tout moment. L'un des enquêteurs ayant visionné l'intégralité de la séquence a déclaré dans un documentaire : « J'ai vu des scènes de guerre, j'ai vu des massacres, mais rien ne m'a préparé à ça. C'était comme si le mal avait pris forme humaine. » Aujourd'hui encore, DCS Destruction est devenu un symbole absolu du mal numérique. Une preuve qu'au cœur du dark web, certains ne se contentent pas de contourner la loi, ils l'écrasent, la déchirent et s'en servent pour faire de la souffrance un commerce. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.